ce monsieur Claude Monet? Je le connais, en effet. Cet artiste m'intéresse beaucoup. Voici pourquoi. Je fournis d'étoffes peintes à la main les plus grandes maisons de couture de New York. C'est vous dire que je suis à la recherche de vrais talents. Il manque bien à ce monsieur Monet certaines petites choses, mais avec mon expérience, il aurait vite fait de se perfectionner. Savez-vous son adresse? Et voilà. J'eus la faveur d'être reçue chez le peintre des Nymphéas à Giverny. Je me réjouissais par avance de pouvoir admirer tout un ensemble de tableaux de Monet. Je n'en pus voir que quelques-uns. La maison était grande, mais les murs disparaissaient sous les toiles des camarades de l'artiste. La plupart des toiles que vous voyez là traînaient à l'étalage des marchands. En quelque sorte, je les ai achetées pour protester contre l'indifférence du public. Je m'étais arrêtée devant le tableau La famille Monet par Renoir. Manet voulut un jour peindre ma femme et mes enfants, m'expliqua Monet. Renoir était présent. Il prit lui aussi une toile et traita le même sujet. Le tableau de Renoir terminé, Manet me prenant à part, me dit « Monet, vous qui êtes très lié avec Renoir, vous devriez lui conseiller de prendre un autre métier. Vous voyez bien que la peinture, ce n'est pas son affaire. » C'est pas mal, hein? Il m'a dit qu'il vous aiderait comme un autre. Je me souviens plus, mais je sais que vous avez des fervents, des admirateurs. Il ne faut pas les décourager. Je vous en prie, au nom de ma tendresse pour vous et de notre rencontre et de la lumière de cette rencontre qui s'inscrit dans l'éternité du monde. Rien n'est au hasard. Dieu vous a confié un art au-delà de toute définition, de toute borne, pour permettre au petit poète de vous embrasser longtemps. Votre rêve. C'est beau, hein? C'est beau. Il écrivait à qui? Il écrivait à une femme qui s'appelle Camille. Et qui était artiste. Voilà, un poète. Au profond de ces voix du passé qui nous hante. On y trouve des noms, la rose d'un visage, tous les tambours du roi, l'accent aigu d'un paysage et puis tout, et puis rien. Pourquoi? Tous les tambours, tambours des vagues désarroi, ce fut toi, ce fut moi. Ils résonnent encore, c'est l'amour, c'est la mort, c'est la mort, c'est l'amour. Tambours, tous les tambours du temps se tairont à la fois. Il reviendrait que quand la colère hisserait le drapeau blanc, il comprendrait. Le temps du pardon et du calme revenu, il saurait retrouver le chemin de la sérénité, de l'arc-en-ciel et de l'après. Le bonheur en partant m'a promis de ne jamais m'abandonner, de ne pas oublier les doux moments partagés et d'y écrire une suite en plusieurs volumes reliés, tous dédiés à la gloire du moment présent à respirer.
Le bonheur en partant m'a fait de grands signes de la main, comme des caresses pleines de promesses sur mes lendemains. Le bonheur est un ange aux ailes fragiles, un colosse aux pieds d'argile. Il a besoin d'air, de lumière, de liberté et d'une terre d'asile. Je veux être son antre dès ses premiers babiles. Qu'il me le permette, le bonheur n'est jamais un projet futile. Le bonheur en partant avait le cœur aussi serré que l'ennui. Son sourire en bandoulière, il est parti vers d'autres chemins, rencontrer ses pères au détour des larmes et des chagrins que versent pour un rien tous ces pauvres humains. Le bonheur est parti missionnaire, raillé d'autres fidèles. Le bonheur en partant m'a fait un clin d'œil. Je sais qu'il reviendra. Je ne porte pas son deuil. Il ne fuit pas. Il s'en va, conquérant, réparer d'autres écueils, pour me revenir encore plus grand, se reposer dans mes fauteuils. Le bonheur en partant ne me quitte pas vraiment. Je sais que même de loin, il éveille mes sentiments. Il entend mes hésitations et m'oriente résolument et sûrement. Le bonheur est une étoile qui me guide par tous les temps. Bravo! Là le printemps qui s'expose. Brandon, Bourdon, Bûcher, Roquet, Empire, Rage et bannière en grand tralala de fleurs. À la bouche des trépassés. Quel âge est-il? Il est quel âge? Ô mes jeunes morts de printemps, combien verrai-je encore d'avril et de genêts sur les hauteurs? N'ai-je pas déjà tout passé? N'ai-je pas déjà tout vécu? Il est quel âge? Je m'endors, ô doux souvenir de mes morts, rentemplant, v'là le printemps, v'là le trimpant, ça explose. Toujours du même. Toujours du même? Oui, Voilà, toujours le même. il se peut que je meure sans avoir su d'où je vous possédais. En quel soleil était votre demeure? En quel passé votre temps? En quelle heure je vous aimais? Très haut amour qui passait la mémoire, feu sans foyer dont j'ai fait tout mon jour. En quel destin vous traciez mon histoire? En quel sommeil se voyait votre gloire? Ô mon séjour, quand je serai pour moi-même perdue et divisée à l'abîme infini, infiniment, quand je serai rompue, quand le présent dont je suis revêtue aura trahi,
par l'univers en 1000 corps brisés, de 1000 instants non rassemblés, encore de cendres aux cieux jusqu'au néant vanné, vous referez pour une étrange année un seul trésor. Vous referez mon nom et mon image, de 1000 corps emportés par le jour, vive unité sans nom et sans visage, cœur de l'esprit, au centre du mirage, très haut amour. Paul Valéry, donc c'était la maîtresse de Paul Valéry, et elle s'appelle Catherine Pozzi. Catherine Pozzi. Alors une femme à la santé fragile, extrêmement compliquée à vivre. Donc ça a été vraiment une passion très, comment dire, à la fois douloureuse et intense avec Valérie. Intense avec Valérie. Oui. Voilà. Comme on est au mois de mai et que Nietzsche, c'est un mois qui affectionne particulièrement, chant de mai. Les oiseaux chantent avec ravissement. Loin dans l'épaisseur du bois, les champs ensoleillés s'étendent sous les gracieux rayons de mai. Les ruisseaux murmurent doucement à travers la campagne fleurie où jubile l'alouette. Oh, peut-il se donner chose plus belle que le mois de mai, que le seul mai? Ce qui m'attristait le cœur le faisait sombre et désemparé, ce qui était vaste désert et frisson, cela est à présent rayonnant de soleil. Les fleurs se dressent gracieuses dans les prés aux riches éclosions où bourdonnent les abeilles. Oh, peut-il donner chose plus belle que le mois de mai, le seul mai? Ô plénitude infinie, de pure béatitude, ô délice, ô enveloppe. Mon cœur avec sa peine fait passer et s'évanouir ce qui ne murmure pas sur mon cœur, comme des souffles printaniers. Oh, peut-il se donner chose plus belle que le mois de mai, le seul mai? Je voudrais me plonger dans cette mer de volupté, cette douce pensée soulève déjà de joie ma poitrine. Je voudrais t'embrasser et ne plus jamais me séparer de toi. Ô printemps, viens, entre, il ne peut rien se donner de plus beau que le mois de mai, que le seul mai. Bravo. De moi surtout, vous n'avez pas besoin de vous en défendre, mon cher Rouault. Là où vous pourriez vous rencontrer le plus, c'est où vous êtes le moins semblable. Vous différez par l'âme et toutes les oppositions sont faibles près de celle-là. Toulouse-Lautrec n'a jamais été qu'un réaliste à la façon du théâtre libre, Antoine et son cochon. S'il n'était pas amer et quelquefois douloureux, il serait bien bas. Il a un œil et une main d'artiste. Le métier seul le sauve d'être vulgaire. Le sens de la forme et le goût de la couleur le rachètent de sa bassesse sentimentale, mais pas toujours. Lautrec ne va pas au-delà de ce que la nature lui donne et n'y choisit que le trait canaille et la ligne impure qui répond à son tempérament. Peut-être ne voit-il rien de plus dans la vie et dans les hommes. C'est un quart d'Huysmans avant la conversion et le désir mystique. Vous êtes dans la poésie par la vertu même de la satire. Au fond, autant que peintre le soir, vous êtes un prophète. Voilà d'ailleurs en quoi vos pitres n'ont quasi rien de mon clown. Vous voyez vos pitres et vos jocrices comme un poète lyrique imagine l'horreur et la misère d'un paysage. Mon clown est tout différent. Il n'est pas vu par la poète, il est poète lui-même. Il invente le paysage et ne le décrit pas. Poète, oui, et quel poète, puisqu'à mes yeux, une bonne part de la poésie anglaise est faite de clowns uniquement.
Le pire est une victime de la vie et de la cité. Comme tel, il est certes, il est misérable. Il est un objet de compassion, et vous l'avez bien fait ainsi. Vous l'avez vu avec les yeux de la charité. Voilà, toujours à vous, avec affection. Voilà, hein? Ils étaient durs entre eux, hein? Quelle qu'en soit l'espèce, oxynaire, ortie blanche, fleur de courage, dahlia à bajou, elles bondissent doucement vers des soleils pâles peu capables de nuire. On ne sait si, par principe, elles reviennent le soir à la tige mère, ou si elles se posent au hasard sur l'une ou l'autre, vacantes et dépourvues de préjugés. S'il pleut, elles se cachent, se ferment sous l'aile du toit, l'aisselle de l'arbre. Sinon, si plat, si calme, le ciel est tapissé, odeur, couleur, selon les caprices du vent. Plus heureux ont des douleurs sans nombre, puisque le sol est froid, puisque les cieux sont lourds, puisque l'homme ici-bas promène son cœur sombre parmi les vains regrets et les courtes amours. Que faire de la vie, ô notre âme mortelle, où jeter tes désirs et tes élans secrets? Tu voudrais posséder, mais ici tout chancelle. Tu veux aimer toujours, mais la tombe est si près. Le meilleur est encore, en quelque étude austère, de s'enfermer, ainsi qu'en un monde enchanté, et dans l'art bien-aimé de contempler sur terre, sous un de ses aspects, l'éternelle beauté. Dans votre frais sentier, marchez, marchez toujours, marchez pour que le ciel vous aime et vous sourie. Pour y songer vous-même avec un saint plaisir et tromper le cœur plein de votre idolâtrie, l'éternelle douleur et l'immense désir. C'est de qui? De Louise Ackernal.
Les drôles de zèbres sont parfois de vilains cocos. Le rayé représente en effet un accent si fort, tant du point de vue visuel que du point de vue social, que la frontière est souvent floue qui sépare la bonne rayure de la mauvaise. D'un côté le marin, le baigneur, le sportif, le clown, l'enfant, de l'autre le fou, le bourreau, le prisonnier, le criminel. Entre les deux, toute une palette de personnages qui participent du monde des uns et des autres et qui ont en commun de se situer sur les marges de la société. Celle-ci surtout dans les périodes récentes où les significations de la rayure sont devenues multiples, c'est jouer de cette polysémie pour entretenir l'ambiguïté ou la confusion. À la Belle Époque, c'est ainsi mise en place dans les milieux d'avant-garde une certaine rayure canaille qui a survécu à la Première Guerre mondiale et qui s'est même prolongée fort avant dans le XXe siècle. Elle s'exprime de préférence par une chemise ou un maillot à largeur et horizontale et de couleur criarde, à la fois provocante, inquiétante et parodique. Elle opère la fusion d'au moins 3 catégories de rayures que nous avons déjà étudiées plus haut, celle des forçats, celle des matelots et celle des athlètes. De bonne heure, ils les ont introduites dans leur tableau. Nous avons évoqué plus haut les exemples de Jérôme Bosch et de Pierre Bruegel, et n'ont cessé de le faire au fil des siècles, depuis la peinture religieuse carolingienne jusqu'à l'art abstrait le plus contemporain. Quelques peintres sont même allés plus loin et ont fait de la rayure leur vêtement, leur déguisement de prédilection. Tel fut le cas de Picasso, un drôle de zèbre s'il en fut, qui ne manquait jamais une occasion de s'exhiber en habit rayé, en haut comme en bas, et de proclamer bien fort que pour faire de la bonne peinture, il fallait se zébrer le cul. Tel est également plus près de nous, dans un autre genre, le cas de Daniel Buren, grand iconoclaste lui aussi, dont les créations depuis plus de 30 ans s'articulent presque exclusivement autour du thème de la rayure, comme au XIIIe siècle, celle-ci continue de faire son œuvre.